Ok, je viens de faire une découverte assez impressionnante, je suis encore un peu sous le choc. Je me promenais un petit peu et au fond du terrain j'ai fait une découverte vraiment d'une chose très très rare. Je sais pas du tout ce que ça fait là, si c'est un signe ou pas. C'est assez particulier, je sais pas trop si je vous partage les images ou pas. On va aller voir ça, je vous y emmène. Alors petite session de tir à l'arc aujourd'hui pour m'entraîner légèrement. Je suis vraiment pas loin là, je suis à 5 mètres, j'essaie de m'entraîner, prendre en main un petit peu mon nouvel arc. Vous voyez qu'il y a deux sortes de flèches différentes. Il y a ce qu'on appelle le coq qui est en rouge et les poules qui sont en noir. Donc on vient toujours mettre les deux poules contre notre poignet et puis le coq à l'extérieur comme ceci. Et ça permet à ce que la flèche vole droit. Donc là je les encoche, moi je mets 3 doigts à peu près à un doigt en dessous de l'encochure là. Et puis après je vais tirer. Sanglier! Donc cette cible que j'ai en face elle est pas mal parce qu'on a 3 types de petites cibles. Ça entraîne un petit peu la précision. Donc on a l'ours qui est un petit peu gros et central en dessous. On a le sanglier au dessus. Puis une espèce de météorite un peu plus compliquée. Je vais essayer de viser la météorite. Ouais, très nul. Donc là c'est du tir instinctif que je vais faire. Nickel, je l'ai eu. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de visée, c'est je charge et je tire direct. Alors là je m'entraîne assez proche, je suis à 5 mètres, je vais reculer un petit peu, je vais me mettre environ à 10-15 mètres parce que c'est à peu près la distance que l'on va préconiser pour pouvoir tuer un animal lorsqu'on va faire de la chasse à l'arc, puisque au-delà ça va être très difficile de viser un point assez précis pour tuer l'animal sur le coup et on risquerait en fait trop de le blesser et que l'animal va continuer à vivre et à souffrir pendant un long moment. Ce que j'adore dans le tir à l'arc, c'est que c'est hyper relaxant. On fait travailler le souffle avec la respiration, etc. Et ça permet de se relaxer, de se concentrer vraiment et de vivre le moment présent. Et ça, c'est plutôt cool. Et également, ça me rappelle vraiment mon enfance. Parce que c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir un petit peu cette activité du tir à l'arc. C'est quelque chose qui m'a transmis. Papy, je te salue si tu regardes cette vidéo, mais normalement tu devrais le faire. Allez, on va faire encore quelques tirs pour affiner un petit peu ses traits et puis devenir le meilleur tireur d'arc de France. On a du travail. Bon, moi ça fait depuis ma jeune enfance que je fais du tir à l'arc, c'est un truc qui me passionne vraiment, un sport qui me passionne parce que bien déjà premièrement on peut fabriquer son arc dès tout jeune. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a pas mal de temps qui est très bien marché, dans lequel je vous apprenais à fabriquer votre arc avec les moyens du bord. En plus vraiment en s'entraînant un petit peu on arrive à choper un niveau assez rapidement, contrairement à d'autres sports où il faut vraiment beaucoup plus d'années de pratique pour s'amuser. Là on peut vite se faire plaisir. Alors là je suis content de travailler avec du bon matos parce que j'ai des flèches déjà avec une bonne pointe en fer qui est bien pointue. J'aimerais pas me la prendre dans le cul celle-ci. Elles sont faites en épicéa.
Ce sont des bonnes flèches avec des petites plumes, elles ont un look un petit peu primitif, je trouve, un petit peu féodal, et j'adore ça. Au niveau de l'arc, je trouve déjà qu'il est vraiment très très beau en termes de design. On a pas mal de pièces de cuir, pas mal de sculptures aussi, de décoration tout au long de l'arc. Une petite pièce d'os également sur la poignée qui rend encore une fois l'arc plus joli. C'est un arc qui est relativement court, hein, 1m30, parce que c'est un type d'arc, les arcs recurve, les arcs spécialisés pour la monte en fait à cheval, doivent être utilisés tout en ayant un petit peu une aisance de mouvement. C'est pour ça que c'est des arcs qui sont pas très très longs. Pour moi, le fait que c'est des arcs qui sont pas très longs, ça veut dire que vous pouvez vous promener un petit peu partout avec. Et pour la chasse, c'est plutôt pratique puisqu'on va passer dans la forêt, donc avec des branches mortes, des broussailles, etc. Enfin, je vous fais pas le descriptif. Ça permet à ce que vous ayez une plus grande aisance dans vos mouvements lorsque vous progresserez en milieu naturel. Cet arc est fabriqué avec plusieurs matériaux. On appelle ça un arc composite. Il est fabriqué avec de la fibre de verre, du laminé de carbone, également du bambou. Donc 3 matériaux principaux qui font un arc très très souple et également très robuste. Là on a une puissance de 40 livres, ce qui correspond à peu près à un tirage de 20 kg. Ça commence à être déjà pas mal, à avoir une bonne puissance pour que ça soit efficace pour la chasse ou pour bien vous amuser lorsque vous êtes en forêt. Moi ce que j'aime bien aussi dans ce genre d'arc, c'est qu'il est ambidex. Vous pouvez à la fois l'utiliser en bras gauche ou en bras droit. Bon, moi principalement je tire avec l'œil droit, donc je vais utiliser ma main gauche sur la poignée et je vais tirer avec le bras droit. Tout le matériel que j'utilise pour le tir à l'arc, les flèches, l'arc, etc. ça vient de la boutique Attila qui est le partenaire de cette vidéo. Attila est un spécialiste de l'arbalète, mais ils vendent aussi des arcs, des flèches et tout ce qui tourne autour de cette pratique là. C'est pas la première fois que je travaille avec eux, je sais que c'est vraiment des passionnés et là je voulais me remettre au tir à l'arc et pourquoi pas et vous partager un petit peu cette activité, cette pratique. Si vous êtes intéressé, allez chercher dans la description comme d'habitude, je vous mets le lien et puis également un petit code promo pour que tu puisses faire un petit peu des économies tout en achetant ton matos. Ah, ça fait du bien de poser un petit peu son cul après une bonne séance de tir à l'arc. Ce genre d'arc que j'utilise était très représenté par le peuple scythe, qui est un peuple guerrier, nomade, équestre. C'est un peuple qui avait l'habitude de vivre sur les steppes de l'Ukraine et de la Russie actuelle. On retrouvait ce peuple dans la période du 9e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Tous ceux qui en parlent sont unanimes, ils disaient que c'était des hommes blonds, roux, avec les yeux bleus. C'était simplement des hommes qui étaient originaires du Nord. On était sur des guerriers vraiment très badass, qui étaient assez réputés dans le milieu et qui servaient à pas mal de gardes différentes, qui étaient embauchés en fait pour leur service de guerrier. Ils étaient notamment caractérisés par l'usage de ces arcs justement puisqu'ils montaient à cheval et cet arc comme il est assez court entre 1 mètre et 1m30 il permettait vraiment d'être mobile sur le cheval et de pouvoir shooter tous les passants qui passent. Et ce sont les premiers à avoir inventé les arcs composites qui étaient beaucoup plus légers et beaucoup plus souples que les arcs qui étaient traditionnellement fabriqués uniquement en bois. Je m'entraîne également au tir à l'arc car je suis vraiment intéressé par la chasse à l'arc. Je trouve que c'est une pratique beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueuse que la chasse traditionnelle. La chasse à l'arc, on doit vraiment chasser à l'approche, donc avoir une grande connaissance du territoire et être vraiment très bon au tir, donc pouvoir s'entraîner pour viser une toute petite cible afin de ne pas blesser l'animal et de surtout le tuer vraiment pour pas qu'il souffre. Ça me rappelle d'ailleurs la fois où j'avais été interviewé et réalisé un documentaire sur des chasseurs à l'arc dans les Alpes du Sud. Elle apparaît juste en haut. C'était vraiment très très intéressant de suivre des passionnés qui avaient une connaissance ultra poussée de leur montagne et qui pouvaient reconnaître toutes les bêtes, savoir si c'était des femelles, des mâles, savoir également où ils allaient apparaître pour pouvoir les prendre en affût ou pouvoir les prélever. Donc mis à part le fait que le tir à l'arc ça soit vraiment très cool à faire, ça soit un bon loisir, on peut également l'utiliser pour se nourrir, pour chasser. Ça c'est utilisé depuis des centaines et des centaines d'années par l'être humain et donc c'est pour ça que ça peut être un objet très utile à avoir un petit peu dans son pactage. Bon, je te dis tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai pas mon permis de chasse, donc je n'ai pas l'autorisation de chasser. On n'est également pas en saison de chasse dans la zone dans laquelle je vis, donc c'est juste cramé pour aller prélever un petit sanglier, une petite biche ou autre pour pouvoir se faire un gros festin de gaulois. Bon, séance de tir à l'arc terminée, ça se couvre énormément, je sais pas si vous voyez, le ciel devient très noir, je pense qu'on va se prendre un gros orage dans la tronche, ce qui pourrait faire du bien également puisque ça fait des journées entières qu'on se tape des 40 degrés à peu près. Ça va que moi j'ai la rivière pour me mettre au frais, etc. Mais je sais que la végétation là en ce moment prend très cher. Donc peut-être qu'un petit peu de pluie, un petit peu de fraîcheur pourrait faire du bien.
Salut la compagnie. J'ai passé une bonne petite nuit. Il a drôlement plu et il y a eu un beau concert de chouettes encore cette nuit-là. Ça c'est vraiment la chouette quand tu veux faire un bon bivouac. Pour moi il faut qu'il y ait une chouette qui crie et qui chante dans la forêt, sinon c'est pas un vrai bivouac quoi. Il y a un petit côté assez mystérieux, tu vois, assez enchanté de la chouette en forêt je trouve. Et moi ça me fait toujours plaisir, c'est toujours tu vois, la petite cerise sur le gâteau en bivouac. Quand je suis en forêt et qu'il y a la chouette qui s'exprime. Bon, je crois que j'ai trop fait de tir à l'arc hier. J'ai mal à l'avant-bras. La corde, elle me fouettait l'avant-bras. J'ai un gros bleu énorme. En tout cas, c'était cool. Je suis content de reprendre un petit peu cette pratique-là. Ça me fait vraiment plaisir. Faut que je me rentraîne, mais ça me fait plaisir. Oh putain. Oh. Ouais, bah c'est pas avec ce temps-là qu'on va broser. Hein. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur eh bien, l'éthique, comment je fais pour m'en sortir et survivre avec l'éthique que j'avais décrit comme étant très nombreux sur le terrain il y a déjà quelques semaines, plusieurs mois. Alors déjà, d'une, ils sont moins nombreux. De deux, pour y répondre, je marche maintenant toute l'année pieds nus. Enfin, en tout cas, cette année, j'ai marché peut-être les 3/4 de l'année pieds nus. Ce qui m'a permis, en fait, de redécouvrir un petit peu et d'avoir une autre conscience sur eh bien, notre cohabitation avec l'éthique. Généralement, on prône un petit peu le fait d'avoir un pantalon, voire des guêtres, des chaussettes hautes et des chaussures montantes pour éviter que l'éthique monte. Le problème de ça, c'est que l'éthique arrive quand même eh bien, déjà à se faufiler à travers vos vêtements. Elle se coince sur vos vêtements et quand vous rentrez chez vous, eh bien, si vous n'enlevez pas vos vêtements tout de suite, par exemple, elles ont le temps de vous piquer. Moi, l'avantage, c'est que je suis les 3/4 du temps, donc comme je vous ai dit, pieds nus, là avec le pantalon un petit peu remonté ou autre. Et en fait, je les vois tout de suite lorsqu'elles sont sur mes pieds ou lorsqu'elles montent, je les sens tout de suite. Et puis je peux les enlever avant qu'elles me mordent. Et je sais que je n'ai pas eu, pourtant j'en ai croisé des centaines, je n'ai pas eu plus de 3-4 morsures cette année. Donc c'est quand même très minime, alors que dites-vous bien que je vis dans la nature. Et maintenant, eh bien, on peut se demander un petit peu pourquoi je marche pieds nus, quel est l'intérêt de marcher pieds nus? Ça peut être dangereux, on peut se blesser et quand on est un petit peu dans un milieu reculé, eh bien c'est peut-être pas forcément la meilleure solution de se blesser les pieds. Alors d'une déjà la voûte plantaire s'habitue drôlement, on se désensibilise énormément. Moi je sais que maintenant sur une plage de galets ou sur un sol avec des petits gravillons qui sont assez piquants, je marche à l'aise comme si je marchais dans de l'herbe, contrairement à je sais pas, des autres qui sont avec moi et qui vont marcher comme ça, aïe aïe aïe, qui vont avoir trop mal. La marche pieds nus ça booste votre système immunitaire parce que vous allez être au contact du sol, donc des bactéries du sol, de toutes ces choses là, et puis naturellement ça va booster votre système immunitaire. J'en avais déjà parlé dans une vidéo puisque rappelez-vous il y a pratiquement un an j'avais traversé l'ensemble du massif de la Chartreuse pieds nus les amis. J'en avais chié, j'avais eu mal parce que là-bas c'est pas mal de falaises, de cailloux, de chemins calcaires gravilleux là, dégueulasses, mais en tout cas ça avait été une très chouette expérience. Il faut bien se dire également que vous marchez autrement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de choc articulaire. Lorsque vous posez le pied, vous allez le poser déjà dans un endroit que vous allez avoir repéré, contrairement à une personne qui a des chaussures, qui va regarder le paysage et qui va shooter avec ses pieds sans vraiment regarder où il va. Et rien que ça déjà, ça permet de diminuer vos chocs articulaires. Donc moi je sais que depuis que je marche pieds nus, j'ai moins mal aux genoux, moins mal aux hanches, toutes ces choses là. Vous avez plus d'équilibre aussi parce qu'encore une fois vous regardez où vous marchez et vous avez beaucoup plus on va dire de mobilité de la cheville. Vous avez remarqué, plus vous mettez des grosses chaussures, plus dès qu'il y a une petite dépression ou que ça glisse, vous partez tout entièrement avec la chaussure et c'est pas forcément cool. Autre chose, moi je suis un gars qui pue extrêmement des pieds, qui transpire comme un chacal des pieds. Et ça, je vous l'avoue, ça enlève un petit peu le sex appeals, mais c'est pas grave, on est là pour se livrer sur YouTube. Donc bref, en tout cas, depuis que je marche pieds nus, du coup, ça me limite grandement mes problèmes de transpiration de pieds. Enfin, je transpire quasiment plus des pieds, et je sais que ça régule également vraiment bien la température du corps. Lorsqu'il fait très chaud, on se met pieds nus et on est déjà franchement mieux. Et puis je dois dire aussi qu'il y a ce côté un petit peu retour voilà, au sauvage, retour à l'instinct primaire de marcher pieds nus un petit peu comme nos ancêtres. On a beaucoup moins de dégâts sur le sol vis-à-vis de notre passage. Maintenant on a de plus en plus de problèmes de tassement du sol, d'érosion du sol. C'est pour ça que certains parcs nationaux même interdisent
eh bien, aux randonneurs de posséder des bâtons de marche, bon, ce qui est un petit peu couillon je le trouve, mais voilà, en tout cas on en est arrivé là. Et le fait de marcher pieds nus, vous avez beaucoup moins voilà, de dégâts sur le sol. C'est pour ça qu'on m'a souvent demandé mais pourquoi ta pelouse autour du tipi est aussi verte et il te reste encore de l'herbe. C'est parce que je marche pieds nus encore une fois, donc il n'y a pas tout ce qui est frottement et arrachement de l'herbe avec vos grosses chaussures bien dégueulasses. Voilà pour le petit point, yep. Pas mal, pas mal. Ah putain c'est chaud. Ah la vache, je me suis cramé la canne. Bon, il s'est remis à pleuvoir, un bel orage encore qui nous tombe dessus, donc rien d'autre à faire que se mettre à l'abri bien confortablement au chaud dans mon tipi. J'aimerais profiter un petit peu de ce temps-là cocooning pour vous parler un petit peu eh bien de la faune. De la faune qui est présente sur le territoire où je vis un petit peu et de ma cohabitation avec elle, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je vis un petit peu dans le sauvage et donc que je vis en cohabitation avec les espèces d'animaux qui étaient présentes et qui sont encore présentes du coup aujourd'hui. Je trouve ça vraiment important voilà, de savoir que quand on décide de vivre dans la nature, eh bien, il faut penser aussi à l'aspect faune sauvage, faune locale pour pouvoir cohabiter avec elle, parce qu'encore une fois nous vivons dans leur milieu, hein, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Donc je pense qu'il faut se faire tout petit et puis vivre avec ça et non pas vivre contre et donc faire en sorte de les apeurer ou de les repousser, parce que c'est pas du tout comme ça que la nature marche. Il y a une diversité assez grande d'animaux qui sont dans le coin, parce qu'il y a plusieurs biotopes différents. On a un milieu forestier qui est sur le terrain, qui recouvre la plupart du terrain. On a aussi quelques prairies, donc quelques milieux ouverts qui peuvent accueillir quelques autres espèces, et on a toute cette partie aussi avec la rivière, donc cours d'eau, et cette grosse falaise qui est derrière qui peut faire nicher pas mal d'autres animaux. Donc c'est vrai que du coup ça regroupe énormément d'animaux, et ça j'ai pu le remarquer durant tous ces mois à vivre ici. Faut savoir que ces espèces d'animaux, j'ai voulu les filmer pour vous les partager au maximum. Ça a été compliqué, je vous avoue que ça a été très compliqué. Je me suis acheté des outils pour le faire. On a par exemple ce 70-350 qui est un objectif, téléobjectif même, qui me permet de zoomer un max et de faire de la vidéo ou photographie animalière. Bon, j'ai réussi à prendre quelques images avec, mais c'est pas évident. Je dois avoir un don tout pourri pour ça. Je sais qu'à chaque fois que je vois un animal ou que je sors mon téléobjectif, et ben le calme plat, il n'y a plus rien. Donc je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai difficilement eu la possibilité de filmer ce que je voyais. C'était plutôt des moments que j'ai réussi à vivre. En fait c'est comme si qu'un petit peu on voulait me montrer que la meilleure façon de vivre ces moments là, c'était non pas de les partager à travers les réseaux, mais c'est de le vivre dans l'instant présent et d'observer un petit peu ces minutes ou ces quelques secondes d'arrêt complet, quand on a l'impression que le temps s'arrête. Et c'est assez... Enfin je sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir des animaux sauvages comme ça dans leur milieu. C'est assez, je trouve... c'est assez fort. J'ai aussi utilisé un piège photo, comme vous avez été plusieurs à me le conseiller. Dans la partie forestière de mon terrain, je vais essayer de mettre un piège photo, une caméra qui peut piéger un petit peu les animaux qui vont passer un petit peu. J'aimerais bien vraiment me rendre compte de la faune eh bien, qui est présente sur le secteur, sur le territoire. Donc j'ai pris mon petit sac là dans lequel j'ai ma petite caméra. On va essayer de l'installer dans un endroit propice. Je pense qu'on bougera au fur et à mesure des mois, hein, bien sûr, pour avoir un maximum de chances de croiser le plus d'animaux possible. Donc il faut que je trouve un arbre avec une assez belle vue. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas une coulée
Une coulée, c'est une piste qui est empruntée par les animaux assez régulièrement, que ce soit pour leur trajet principal pour aller manger ou pour aller s'abreuver ou pour aller nicher. J'ai trouvé un secteur plutôt intéressant parce que on est un petit peu en hauteur, donc du coup je pense que si je mets la caméra sur cet épicéa qui est juste là, qui est d'ailleurs très bien grand, et on a peut-être la chance de croiser du renard, du blaireau, des chevreuils qui remontent un petit peu. Voilà, j'ai posé la caméra et on est parti. J'ai réussi depuis cet hiver à capturer quelques animaux, mais c'est pareil, ça n'a pas donné grand chose non plus. Malheureusement, mais voilà, j'ai réussi à avoir quelques espèces, notamment un beau sanglier qui est passé, j'ai réussi à avoir du renard, et puis quelques autres animaux qui sont passés aussi. Bon, bien sûr, ces pièges photos ont également permis de jouer un petit peu vidéo de surveillance et ont pris un flagrant délit quelques abonnés un petit peu trop curieux qui s'aventuraient sur le terrain. Petite trouvaille, encore une fois, il y a pas mal de biodiversité sur le terrain. Ici, il y a un petit orvet, c'est une espèce protégée, un animal fouissant qui se nourrit de vers de terre. Donc je vais le redéplacer un petit peu plus loin pour pas l'embêter lorsque je fauche, etc. autour, mais c'est assez impressionnant. Là, il est encore assez petit, donc on va le laisser tranquille. Un petit lézard sans patte. J'ai eu une folle histoire avec un chevreuil qui s'est totalement habitué à ma présence et qui vit, je pense, dans le coin. Je le vois presque tous les jours, tous les matins, alors c'est assez furtif. Je sais qu'en fait il vient brouter un petit peu dans la prairie juste à côté. Et puis il a toujours un petit peu le même chemin. J'ai réussi à le filmer une fois, alors qu'il était en train de brouter non loin du tipi et puis qui était en train de repartir. Bon les amis, je viens de me lever. Là il est 9 h, donc j'ai fait un peu la grasse mat, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref, j'ai peut-être besoin de dormir. En tout cas là, en sortant du tipi, un magnifique chevreuil qui était dans le terrain, genre à 2 mètres du tipi. Hein. Et du coup, bon bah là, il vient de s'enfuir, j'ai réussi à juste l'avoir quelques secondes en vidéo, je sais pas si vous verrez bien. Incroyable, magnifique. Mais ça m'étonne pas parce que je voyais quelques traces, quelques empreintes, souvent là, un peu plus haut là sur la parcelle. C'est trop classe, vraiment magnifique d'avoir ça le matin, quoi, la petite surprise, le petit cadeau de la nature, quoi. Waouh, magnifique! Et je sais qu'il passe toujours dans le même coin, je vois vraiment ses empreintes chaque jour et c'est assez marrant à quel point il s'est habitué à ma présence et du coup que je puisse vivre avec ce petit chevreuil là. Il y a quelques déjections également de renards. J'en ai croisé un non loin en me promenant il y a quelques jours aussi dans la parcelle là, c'était assez marrant, j'entendais du bruit. Il n'était pas du tout apeuré par ma présence, il s'est fait même surprendre, c'est qu'en fait il a surgi carrément sur le chemin et par contre dès qu'il m'a vu il s'est barré. Mais c'était aussi un moment assez fort. On a beaucoup de mulots aussi, ça me fait toujours rire, c'est d'entendre des petits bruits qui peut apeurer au début. Généralement quand tu commences le bivouac, t'es apeuré par ces petits bruits là de feuilles mortes, d'herbes qui bougent. T'as l'impression que c'est des pas. Surtout quand ça se passe la nuit, tout est décuplé au niveau du son. Et en fait c'est juste une toute petite souris bien minuscule et toute mignonne qui fait ce bruit là. Et quand tu vois ça, c'est quand même... Mon imaginaire fait quand même bien des choses. On a énormément également d'espèces de rapaces, d'oiseaux, comme je vous le disais avec la falaise qui est derrière. J'ai beaucoup de buses qui sont extrêmement difficiles à filmer parce que même si elles sont là et que j'arrive à avoir le téléobjectif en place, ça vole assez vite donc c'est vrai que c'est difficile à suivre. Il y a beaucoup de rapaces qui me permet d'avoir très peu de nuisibles dans mon potager. Par exemple, je sais que tout ce qui est mulot, taupe, etc., il y en a très peu parce que les rapaces en font qu'une bouchée. Ok, je viens de faire une découverte assez impressionnante, je suis encore un peu sous le choc. Je me promenais un petit peu et au fond du terrain j'ai fait une découverte vraiment d'une chose très rare. Je sais pas du tout ce que ça fait là, si c'est un signe ou pas. C'est assez particulier, je sais pas trop si je vous partage les images ou pas. On va aller voir ça, je vous y emmène. C'est juste là, regarde.
D'après moi, ce serait un hibou grand-duc avec ses grands yeux là pour voir dans la nuit, parce que c'est des animaux qui vivent de nuit et qui nichent un petit peu dans les falaises, telles qu'il y en a juste là-bas près de la rivière. Je sais juste pas du tout pourquoi il se retrouve là au milieu du terrain mort. Là je peux remarquer qu'il y a une blessure au niveau de son aile, là. Il y a son aile qui est toute déchirée. J'ai pas l'air d'avoir d'autres blessures, c'est vraiment un animal extrêmement gros. Enfin vous voyez comparé à mon pied à côté, c'est énorme. C'était un animal qui a été assez mal vu autrefois, donc il a été protégé parce que pas mal chassé, on l'accrochait sur les portes de fermes et de granges. Et là sérieusement, c'est vraiment dommage, que c'est une bête qui est magnifique quoi, ça me fait chier de le voir comme ça. Regardez les serres, les griffes, regardez ça. Il y a encore un peu de sang de ses proies dessus. Bon, petit débriefing suite à cette trouvaille assez particulière sur le terrain. Cet hibou grand-duc là qui est mort, une belle bête de 3 kg je pense environ. C'est vraiment un oiseau majestueux et énorme, vous vous rendez pas compte. Enfin, j'espère qu'en vidéo ça rend, mais moi là en présence du corps de la bête, ça fait vraiment bizarre. J'estime avoir à la fois la chance, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut avoir dans ses mains et puis voir d'aussi près un si bel animal, et en même temps ça me fait chier parce que quand même l'animal est mort et c'est un animal qui est relativement en voie de disparition, enfin qui est rare. Je sais que c'est un animal rare qui est pourtant très utile dans le terme, voilà, dans l'écologie. Il permet de réguler beaucoup de nuisibles, des renardeaux, beaucoup de rongeurs. Ça s'attaque même à des bébés fans, enfin ça s'attaque à beaucoup d'animaux, et donc ça régule des animaux qui sont parfois peu chassés par d'autres. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais contacter un organisme de protection des oiseaux, notamment la LPO, pour déjà leur prévenir de la présence de cette espèce dans le secteur, et puis pour savoir un petit peu ce que je dois faire, si je dois leur envoyer, leur amener pour qu'ils puissent l'étudier, pourquoi pas, pour voilà, améliorer un petit peu la connaissance de l'espèce. C'est un des trucs les plus space que j'ai vu, on va dire, durant toute mon aventure là sur le terrain, l'aventure de l'ermite. Finalement, je trouve ça tellement cool de pouvoir vivre au sein de la nature avec les animaux même dans leur espace de vie sauvage. Et surtout de voir à quel point ils s'acclimatent à notre présence. On pourrait en avoir peur, on pourrait avoir peur de cette faune sauvage parce qu'on la connaît pas très bien, mais une fois qu'on apprend à vivre avec, on apprend à connaître un petit peu leurs habitudes, en fait il n'y a plus question d'avoir peur, même si c'est ça du loup, que ce soit d'autres animaux un petit peu plus badass on va dire. Plutôt qu'une peur de les voir, c'est plutôt un plaisir et t'as juste envie de les apercevoir derrière un buisson ou qui surgissent comme ça de la forêt, d'une lisière, c'est vraiment trop fun quoi. Donc j'espère que pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, je vais encore voir d'autres animaux. Mais voilà, je tenais un petit peu à vous parler de ce gros chapitre là, puisque c'est quand même quelque chose d'important, à vous partager les 2-3 petites images que j'ai réussi à faire, des images furtives. Bon les amis, nous sommes... Ouais, désolé, je suis en calbute, mais c'est ça aussi le bonheur de vivre en pleine nature. Nous sommes déjà en fin de journée, donc eh bien, je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai à peu près tout dit pour cet épisode, je crois. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les arcs, d'aller voir la boutique Attila qui a bien voulu nous soutenir pour cette aventure. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des récoltes que je peux faire autour eh bien, du terrain, et notamment on va récolter le miel de mes chères abeilles qui sont au fond, et ça va être plutôt cool, j'ai hâte. Encore un grand merci à tous ceux qui me soutiennent à travers des dons sur Tipeee ou d'autres cagnottes, ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas encore une fois à réagir aux vidéos à travers les commentaires qui sont juste en dessous, car je vous lis et j'essaie de tous vous répondre. Voilà, c'est Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao. Seul dans mon Tipeee, je suis comme l'ermite, tu peux me soutenir sur Tipeee, ça me ferait plaisir. Cheveux longs, tatouage à la viking, je maîtrise la hache et les outils. Je partage mon petit paradis, une expérience de ville, loin de la ville. J'évite le bruit, ça rend débile. J'ai que les plantes comme antiseptique. Dans la tente entre les tiques, les abeilles sont mes complices. Je bricole grâce à l'huile de coude et mes machines. Un peu de guitare avant de dormir, je vous dis bonne nuit.